Vous regardez 64 minutes et vous avez bien raison. Place à Allons-y Franco, votre rendez-vous hebdomadaire, regard croisé francophone sur l'actualité. Et je vous présente sans plus attendre la bande d'Allons-y Franco ce soir. André Crétenant, bonsoir. Bonsoir. Journaliste suisse, ancien directeur de l'information de TV5 Monde. Vous signez une newsletter, Un monde nouveau, tout un programme. À vos côtés, nous avons Antoine Glaser, bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir, parce que vous étiez avec nous en première partie, journaliste, écrivain français, spécialiste de l'Afrique, auteur de nombreux ouvrages, et notamment le dernier en date, c'est un roman, votre première... Une fiction. Voilà, une fiction qui se déroule en Côte d'Ivoire quand même. Précise. Sombre Lagune, paru chez Fayard. Et en face de vous, nous avons donc Yves Plumet-Bobo, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à Jeune Afrique, spécialiste du Cameroun. Et à vos côtés, Anthony Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau de 64 minutes, éditorialiste international à France Info TV. Alors, je voulais ouvrir ce rendez-vous avec ce dessin que vous avez certainement vu dans le journal Le Monde. Il est signé Glaise, dessinateur franco-burkinabé. C'est pour Cartooning for Peace. Alors, ce dessin, on le découvre ici, qui résume un peu le thème de ce soir. Hein. Victoire sans surprise d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, 4e mandat. Paul Biya, 8e mandat, donc il est encore plus en avant, donc c'est pour le Cameroun. On va se poser la question, est-ce qu'une alternance est impossible dans ces deux pays et dans certains pays en Afrique? Mais déjà, une petite réaction à ce dessin. Yves Plumet. Alors, est-ce que l'alternance est possible au Cameroun? On assiste quand même à des élections, à un remake aujourd'hui avec des années précédentes. Le Cameroun a une longue histoire en matière électorale, en matière de président élu, en matière de président autoproclamé, président proclamé. Aujourd'hui, on a Issa Tiroma Bakary au lendemain de la présidentielle qui s'est autoproclamé donc vainqueur de cette présidentielle. Donc qui est aujourd'hui l'opposant principal à Paul Biya. On va y revenir, mais juste je voulais déjà faire un petit tour de table sur ce dessin où on voit ces deux présidents qui sont là en place depuis très longtemps, qui ont un petit peu des atours de jeunes. Et c'est vrai qu'il y a une population très jeune dans leur pays. Donc ça fait un petit peu une différence. Oui, c'est un peu un combat de vieux dans un couloir. Mais ça, jusqu'à il y a encore une période récente, c'était un petit peu commun à tout l'ouest de l'Afrique et en fait à beaucoup de pays africains que d'avoir des vieux messieurs à leur tête comme président, alors que la population, je pensais au Cameroun par exemple, l'âge médian c'est 18 ans, mais c'est probablement aussi le cas en Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a une dissonance cognitive entre la tête la tête de l'État et la réalité de la population, qui est une population très très jeune. Très très jeune et parfois qui n'a connu qu'un seul président. Alors victoire sans surprise au Cameroun, en Côte d'Ivoire aussi, dont se réjouissent les partisans d'Alassane Ouattara, qui remplit donc pour un 4e mandat. Près de 90% des voix, on le rappelle. On va écouter les partisans donc, du président élu, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara vient de montrer à la face du monde entier qu'il demeure un grand homme d'État, un rassembleur. Il est le président de la République de tous les Ivoiriens à partir de ce soir. Le peuple ivoirien a adopté le président Alassane Ouattara. Le peuple ivoirien, toute la jeunesse de sa diversité, a décidé d'accompagner le président Alassane Ouattara. C'est ce qui a donné ces résultats et nous sommes fiers. Nous n'avons pas peur de critiques. Le président, il est aimé par les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont exprimé leur joie, les Ivoiriens, c'est la démocratie, Ils ont exprimé leur choix. Voilà, la démocratie. Là, on est vraiment avec des partisans d'Alassane Ouattara. Est-ce que c'est plutôt que l'âge? Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire que Donald Trump, lui aussi, n'est plus tout jeune. J'allais dire que l'Occident global ne peut pas donner de leçons en ce moment, disons. On a pas mal d'octogénaires qui se succèdent, ou de quasi-octogénaires. Non, le problème, c'est bien sûr ce fossé qui existe, on l'a dit, entre une population qui est jeune, je crois qu'au Cameroun, la moitié de la population a moins de 20 ans, et puis ces clans de vieux messieurs qui gardent le pouvoir et qui empêchent une alternance. L'autre problème aussi que je vois avec ces déclarations, c'est qu'on parle de démocratie, mais qu'est-ce que la démocratie? On est en train justement d'enlever tout, de dévaloriser la notion même de démocratie parce qu'il y a des élections, parce qu'il y aurait des élections, parce qu'il y a un comité dit indépendant qui donne les résultats de ces élections. On est dans une démocratie. Aujourd'hui, la démocratie telle qu'elle est pratiquée, elle est rejetée par les Africains. C'est ça le modèle de démocratie. Et ça, c'est un véritable problème. Antoine Glaser, oui. Il y a deux choses. Il y a effectivement le problème de la démocratie, ce qu'on appelle
En Afrique, c'est la démocratie électorale. Il y a un des présidents africains qui dit « Moi, je n'organise pas des élections pour les perdre ». Mais c'est vrai que la démocratie électorale n'a rien à voir avec la démocratie, ça veut dire la presse, presse libre, justice, etc. Et je veux dire, les constitutionnalistes français, ils disent les présidents africains, ils connaissent mieux les constitutions qu'on a exportées dans leur pays. Mais en l'espèce, le cas de la Côte d'Ivoire est particulier parce que les deux principaux candidats, je veux dire, qui sont Laurent Gbagbo du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo, et Tidjane Thiam, qui était à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui est le parti oufouettiste traditionnel dans ce pays du président Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, n'ont pas pu se présenter. Du coup, c'est une élection qui s'est faite totalement à huis clos. La journée électorale, c'était quasiment une journée ordinaire. Et le danger dans ce pays, c'est que vous avez Alassane Ouattara qui a eu 90% au nord du pays, mais là où il y a les autres candidats, les représentants de Laurent Gbagbo, autant de Tidjane Thiam, là vous avez évidemment, c'est le Sud. Et ça qui est très dangereux, c'est qu'il ne faut pas non plus que ce pays se casse en deux. Et c'est ça, le principal problème, il est là. Et aussi, 44 000 policiers dans la rue, 700 manifestants arrêtés, donc c'est un verrouillage total. Un verrouillage, interdiction de manifester pour l'opposition, qui a lancé un appel à une grande marche le 8 novembre, mais a priori, elle est interdite, cette marche. On va revenir justement sur comment l'opposition essaye de lutter. Vous vouliez réagir en rappelant, je voulais juste rappeler le score moins écrasant pour Paul Biya, ce qui pourrait être presque une surprise quand même. Tout à fait. On à peine 54%, enfin même pas 54% des... C'est ça, on est à 53%. 66. Voilà, c'est ça pour Paul Biya. On a quand même un même schéma avec la Côte d'Ivoire dans le sens où les principaux opposants au Cameroun ont été... le principal opposant qui était avant Issa Chiroma Bakary a été écarté de la présidentielle. On s'est retrouvé avec un ancien ministre de Paul Biya qui est devenu le principal adversaire donc, de Paul Biya. Est-ce qu'une alternance est possible dans le contexte camerounais? Est-ce que le Conseil électoral, l'ELECAM qui s'occupe des élections au Cameroun, est en mesure de dire que Paul Biya a perdu le scrutin dans le sens où on soupçonne quand même, du moins les opposants soupçonnent ELECAM d'être inféodé par le pouvoir? Le Conseil constitutionnel, est-ce que c'est un organe assez impartial pour dire la vérité des urnes? Les opposants n'y croient pas. Donc, en fait, il y a une sorte de verrouillage du jeu électoral au Cameroun, selon l'opposition. Du côté du pouvoir, on estime qu'il faut respecter les institutions républicaines. Ce sont des institutions fiables qui donnent des résultats fiables. On a quand même vu qu'il y avait 2 résultats. On reviendra peut-être tout à l'heure. Issa Chiroma Bakary avec ses chiffres, le Conseil constitutionnel avec ses chiffres. Donc, on voit qu'il y a aujourd'hui un manque d'entente entre la classe politique et les institutions. Effectivement. Mais alors, on peut voir aussi qu'il y a d'autres pays africains. En ce moment, c'est la Tanzanie. Hein. Là aussi, on est un peu dans le même scénario. C'est ça qui est important d'expliquer. C'est qu'il y a un contexte régional d'opposition et de levée d'une génération qui a 20 ans, qui en fait est la réalité de la population africaine, aussi bien au Tanzanie qu'au Kenya, qu'en Madagascar, qu'au Maroc. Des manifestations nombreuses ont pu même avoir raison. Oui, la Gen Z, effectivement. La fameuse Gen Z qui se lève. Alors, la Gen Z est une manière un peu hype, un peu à la mode de qualifier en fait toutes ces générations qui, génération après génération, à 20 ans, se soulèvent pour les mêmes problèmes, des problèmes de corruption, des problèmes de mauvaise gestion, des problèmes de sous-développement, des problèmes de tout simplement électrique et de distribution d'eau. Mais au fond, il y a cette idée qu'il est temps qu'une nouvelle génération reprenne l'affaire. Et il s'est passé quelque chose au Cameroun. L'opposant Bakary n'a pas seulement obtenu 35% des voix, ce qui déjà est énorme, parce que ça double pratiquement le score du précédent opposant qui en 2018 s'était opposé à Paul Biya. C'est montré que là, on a vraiment quelqu'un qui non seulement, qui étant du Nord, a réussi à rassembler des électeurs du Sud, qui a créé un phénomène autour de lui et a notamment rassemblé la jeunesse du pays. Mais qui est quand même issu du Sérail. Oui, c'est d'ailleurs pourquoi, pour rebondir, c'est pourquoi il ne fait pas les erreurs de ses prédécesseurs. Exactement. On se souvient qu'en 1992, il y a John Fungi qui s'était déclaré vainqueur. En 2018, on a Maurice Kamto qui s'était déclaré vainqueur. Les deux n'avaient pas proposé de PV, n'avaient pas mis à la disposition du grand public les procès-verbaux des élections. Lui, il a pris la peine de présenter 18 procès-verbaux, 18 procès-verbaux de 18 départements qui sont cruciaux pour remporter une élection présidentielle. Et en même temps,
comme c'est quelqu'un qui est à l'intérieur du système, il y a quand même cette façon d'anticiper sur les actions du pouvoir. On voit bien qu'il dit lui-même... Et en tout cas, il utilise les outils de la démocratie, là. C'est ce que vous nous dites. Oui, il a été extrêmement habile. Ouais. Parce que si vous voulez, c'est un type qui a fait 6 ans de prison. Il y a une tentative de coup d'État au Cameroun en 1984. Lui, il a fait 6 ans de prison. C'est parti des élites du Nord. Il a été libéré en 90 après il est rentré au gouvernement. Il a compris que si le Nord fait toujours peur aux autres populations du pays, en particulier du sud, du littoral, et il a dit un truc qui est passé un peu inaperçu, il a parlé de fédéralisme. Ça veut dire qu'il a tendu la main aux régions anglophones. Il a compris que seul, il ne pourrait pas gagner. Et là, très franchement, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Enfin, tu es plus au fait que moi, mais je pense qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, parce que c'est quand même toute une partie de la jeunesse et pas simplement du Nord qui peut bouger. Effectivement, et on ne sait pas trop, on va voir une séquence où il est en train de parler à ses partisans parce qu'il a été retranché chez lui avec des soldats qui étaient, et donc des partisans qui le protègent. Alors, il y a 2 cercles en fait, il y a les soldats et puis les jeunes qui le protègent aussi. C'est assez étonnant. C'est beau à voir. Les soldats, en fait, il y a eu une nouvelle des nouveaux acteurs qui sont entrés en jeu aujourd'hui, c'est l'armée. Il l'a lui-même déclaré. Il remercie, dans une communication faite sur Facebook, il remercie la faction loyaliste de l'armée. Pourquoi a-t-il besoin de le dire? Oui, alors qui sont ces soldats? Voilà. D'ailleurs, on va l'écouter, vous avez raison, on va l'écouter parce qu'il est encore intervenu ce matin sur les réseaux sociaux et voici l'appel qu'il a lancé. Camerounaises, Camerounais, malgré ce climat de terreur orchestré pour nous faire reculer, nous n'allons pas céder. Je vous appelle donc du lundi 3 au mercredi 5 novembre à observer des villes mortes. Que le pays tout entier se fige pour que le monde entier sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. Donc, est-ce qu'il joue avec le feu, là, ou pas, Chiroma? Non, c'est ça qui est impressionnant, c'est que justement, il ne joue pas avec le feu. Justement, il compte avec le temps. C'est extrêmement habile. C'est-à-dire qu'il ne jette pas ses partisans immédiatement dans la rue. Il leur dit, je suis organisé, je suis un homme responsable. On va attendre une petite semaine, le temps de pouvoir organiser une véritable une grève générale, en fait. Grève générale dans tout le pays. C'est très habile, parce que ça lui laisse à la fois le temps de s'organiser politiquement, ça lui donne du temps devant lui, ça joue la responsabilité. Et objectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Oui. D'ailleurs, il est à sa 3e phase. Hein. Il avait d'abord appelé à manifester. Donc, il y a eu des manifestations au Cameroun le 26, à la veille de la proclamation des résultats. Il y a eu des manifestations violentes, réprimées. On a vu des chars de guerre et des véhicules de combat dans les rues. On a vu des gens qui tiraient quand même sur des manifestants. Mais pour revenir sur la logique du temps, il faut dire que Paul Biya a toujours su manier le temps en sa faveur. C'est-à-dire qu'en 1992, il y avait eu des villes mortes comme aujourd'hui, il y avait eu des arrestations, mais le temps avait profité au chef de l'État. Donc je pense que plus le temps passe, plus Paul Biya, qui maîtrise bien son appareil politique, s'installe aisément. Donc on sent que le temps est une donnée importante. Ce qui fera, à mon avis, vraiment la différence, c'est ce qu'on appelle ici l'appareil d'État, c'est-à-dire l'appareil profond du pays. Paul Biya a toujours gouverné ce pays derrière les tentures rouges de son palais. C'est le président omni-absent, mais qui a une connaissance très fine de l'appareil d'État différent. Il gouverne le pays avec les secrétaires généraux des ministères, pas du tout les ministres, il compte absolument pas. Et c'est vraiment un homme qui connaît bien le système, l'appareil d'État. Et donc, si à un certain moment donné, il a la force la plus forte, c'est le BIR, la brigade d'intervention rapide, qui est encadrée par des Israéliens, mais eux, ils peuvent protéger Yaoundé, ils peuvent protéger le palais présidentiel, mais ils ne peuvent pas assurer dans l'ensemble du pays. Et si à un moment donné, apparemment, il y a dans certaines casernes, les gens votaient plutôt pour Chiroma, et ça sera intéressant de voir, à mon avis, c'est là où ça va se jouer. Avec l'armée, si l'armée choisit le camp... c'est une chose, mais c'est vraiment au sein de l'appareil d'État de voir à un moment donné si ça peut basculer. Vous connaissez très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il connaît encore très bien? Est-ce qu'aujourd'hui... Si lui ne connaît pas, son entourage connaît. Il a encore une maîtrise. Tout à fait. C'est ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est qu'il y a une guerre de clans au sein du régime. Il y a d'un côté le clan du secrétaire général à la présidence,
de la République qui a créé au sein de la présidence de la République un petit comité pour désigner des personnes à arrêter, pour piloter toute la stratégie de défense face à la foule qui tente d'essayer d'inverser les rapports de force. Mais le problème, c'est le danger de l'instrumentalisation d'une crise politique en crise sécuritaire. Quand on sait que le Cameroun est aujourd'hui en état d'insécurité dans sa partie, dans le nord-ouest et le sud-ouest, et actuellement le fief de Issa Tiroma Bakary Garoua, donc en parlant du septentrion, c'est une région qui fait face à des incursions de Boko Haram, et Boko Haram qui revendique d'ailleurs la création d'un califat régional. Est-ce que ces terroristes-là n'essaieront pas? C'est une ficelle un peu grosse, parce que ça fait quand même un petit moment que ce genre de ficelles sont tirées justement par des potentats locaux qui tiennent à conserver le pouvoir. La vraie question, c'est que Paul Biya est-il encore capable d'exercer le pouvoir? Parce que vous avez raison. On avait vu ce meeting. Remarquable intelligence. Vous savez, quand il est apparu le 8 octobre, c'est vrai que son apparition, ses propos avaient un peu surpris. On a eu l'impression un peu comme en Algérie avec Bouteflika, qu'on agitait le portrait. Je pense. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle des jeunes. Tout à fait. Alors on l'a vu dans d'autres pays, on l'a vu au Népal, on l'a vu ailleurs. J'ai oublié Madagascar, mais je pense que là aussi ils peuvent jouer un rôle. À un moment donné, ces jeunes qui jusqu'à maintenant soit vivent dans la pauvreté, sont obligés d'émigrer, etc., sont en train de prendre en main leur destin en s'appuyant aussi sur les réseaux sociaux, sur certaines... C'est qui donne un contexte un peu particulier par rapport aux années 1990. Voilà, ça c'est différent. Il y a peut-être aussi une question de volume, en quelque sorte, de nombre. Peut-être que les équilibres sont en train de basculer. Et il y a une grande intelligence de la foule qui, justement, s'appuie sur un candidat qui n'est pas un inconnu du régime et qui, au contraire, peut rassurer, y compris les élites sur place, y compris les clans gouvernementaux. C'est-à-dire qu'ils ont affaire à quelqu'un qui sait gouverner, qu'ils connaissent, qui est depuis longtemps en politique. Donc il y a plus de confiance. Donc la population, faisant confiance, on l'a vu dans ces meetings, où il y avait vraiment beaucoup de jeunes, à cet homme, M. Bakary, a fait un bon choix, un bon pari, parce que ça met le pouvoir devant une équation très difficile à résoudre. Et après, l'Union africaine, moi j'aimerais savoir quelle est la place de l'Union africaine qui félicite d'un côté Paul Biya et qui dit attention aux violences, effectivement, il faut faire attention. Là aussi, est-ce qu'elles peuvent avoir une importance ou pas Il n'y a pas que l'Union africaine, il y a, je crois, l'Union européenne qui a pris acte. Il prend acte. Il n'y a pas eu de félicitations. C'est la première fois que les ambassadeurs localement n'ont pas assisté à la cérémonie de proclamation des résultats. Absolument, à la cérémonie. Donc ça, c'est un signal pour vous, quand même. Ça bouge un peu. Du côté de la France, on a, je crois, une note on prend note plutôt dans la lettre qui a été envoyée à la présidence de la République. C'est plutôt une leçon de morale en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme, de libération des prisonniers, des personnes qui ont été arrêtées. Anissé Ekane, Djekam Tchameni ont tous été arrêtés dans la foulée, dans la foulée de ces manifestations. Là, ils ont été arrêtés chez eux. Et aujourd'hui, il y a quand même des faits inédits en matière de diplomatie qui font croire que l'Union africaine, l'Union européenne, la France sont un peu sur leur garde par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'ils reconnaissent vraiment, est-ce qu'ils reconnaissent vraiment la réalité de ces résultats, ou alors c'est juste des... Donc, pour combattre cet immobilisme, donc il y a ces signaux encore faible, d'après ce que vous dites de la diplomatie occidentale. Il y a ces jeunes qui peuvent se soulever jusqu'à la fin du président quand même à Madagascar. Il a quitté. Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas d'immobilisme? Parce qu'il y a certains pays qui ont réussi. L'année dernière, le Sénégal, on a un exemple. Là, il y a eu une alternance. Donc, là, sauf que le système camerounais est extrêmement verrouillé. C'est-à-dire qu'on a quand même... alors, attendez, on va finir. C'est-à-dire on a un système qui est assez... Paul Biya maîtrise tellement son système qu'il sait désamorcer les crises. Sauf que cette fois-ci, c'est vrai qu'on a une jeunesse qui est déterminée. Malgré le fait qu'on tire sur des manifestants, ils sont toujours là, ils n'en démordent pas. On est passé des manifestations aux villes mortes. Et aujourd'hui, c'est le pouvoir qui demande aux gens de sortir plus tôt, alors qu'il y a de cela quelques jours, c'était plutôt l'armée qui essayait de tirer sur les manifestants. Moi, je dis toujours, il ne faut pas minimiser la capacité de Paul Biya à sortir de ce genre de crise-là. C'est pas faux. Et bien évidemment, c'est plus le temps passe, plus on a Paul Biya qui mobilise ses troupes, plus on a... Et pourtant qui brille par son absence. Et d'ailleurs, c'est pas lui, c'est son clan. Il y a son clan, mais lui, il agit comme une sorte de patriarche
qui est au-dessus de la mêlée. C'est très important, ça, qu'il soit au-dessus de la mêlée, parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer l'inquiétude de population du Sud par rapport au Nord. Tout à fait. Puis l'attentat, etc. Non pas, ça serait... Si, par exemple, Issa Chiroma Bakary arrivait au pouvoir, ça serait vraiment la vengeance depuis Ahidjo. Ça veut dire c'est un retour d'un peuple au pouvoir au Cameroun et ça aura une incidence au niveau social, économique extrêmement importante. Et les populations du Sud sont quand même, un certain nombre d'entre eux peuvent jouer double jeu et préférer finalement garder un billard en pensant que eux ils pourront faire leur place à un moment donné plutôt qu'avoir et pour en revenir à la Côte, alors on a beaucoup parlé du Cameroun évidemment, mais il y a aussi la Côte d'Ivoire. On évoquait ces deux figures de l'opposition qui n'ont pas pu participer au scrutin. Alassane Ouattara qui a été élu à 90% presque des voix. L'opposition muselée, l'opposition qui veut manifester, est-ce que c'est comme ça, justement, en organisant des marches, là, ils appellent à manifester? Est-ce que c'est dangereux? Comment vous voyez la situation? C'est très, je veux dire, depuis quelques années, c'est vrai que l'ensemble du dispositif sécuritaire de la Côte d'Ivoire, ils ont acheté énormément d'armements de cyber-renseignements israéliens, ils ont même des armements chinois, etc. C'est très verrouillé. Je veux dire, en plus, le propre frère du président et le ministre de la Défense, il y a un système sécuritaire extrêmement verrouillé en Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que nous, les journalistes, on est toujours en train de regarder l'opposition. Mais à mon avis, il faut déjà commencer à regarder qu'est-ce qui va se passer aussi pour la succession de Alassane Ouattara. Parce que autour de Alassane Ouattara, il y a un certain nombre, en particulier, je pense à Patrick Hachi, Jean-Louis Billon, qui est un des qui disait qu'il était opposant à l'ancien du PDCI, qui a tout de suite reconnu l'arrivée d'Alassane Ouattara, qui va vouloir se présenter avant même de 2030. Donc il y a des billards à trois bandes qui sont en train de s'organiser. Bien sûr, mais même Birama, même le propre frère du président, s'il est nommé demain président de l'Assemblée nationale et qui change un article 11, il peut lui aussi prétendre succéder à son propre frère. Effectivement, les législatives, prochaine étape en Côte d'Ivoire importante, 27 décembre. Il y a aussi au sein de l'appareil d'Alassane Ouattara, c'est là où il faut suivre ce qui va se passer, autant que dans l'opposition. C'est assez terrible parce que Alassane Ouattara, c'est quand même cet homme qui avait été accusé, subi la xénophobie et l'exclusion politique pendant des années avant d'arriver au pouvoir, qui était le meilleur d'entre nous. Et objectivement, c'est vrai qu'il n'a pas démérité d'un point de vue économique, on peut le dire. La croissance de la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose comme 7% par an, et c'est depuis 2010. Depuis 2010, oui, depuis 2011. Il a construit objectivement, tenu ses promesses en termes d'infrastructures, en termes de réduction de la pauvreté aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce que les autres lui ont fait subir, il le fait subir aux autres. Il a tué sous lui la démocratie ou l'esprit de démocratie en Côte d'Ivoire, contrairement au Sénégal, où elle s'est exprimée de manière beaucoup plus vitale et où il y a une véritable alternance, y compris qui a déplu au président précédent. C'est un peu comme si, en fait, cette génération de boomers, parce que c'est le cas de le dire, c'est vraiment des boomers maximum, ils ont tous 80 ans, je pense, y compris à Donald Trump et y compris à Joe Biden, avaient refusé de quitter le pouvoir et de chercher au-dessous d'eux, autour d'eux, ceux qui seraient capables de l'exercer. Et on a bien compris que la jeunesse, pour vous, est une force d'espoir pour qu'il n'y ait plus cet immobilisme dans certains pays. Merci à vous quatre d'avoir participé à Allons-y Franco. Vous revenez quand vous voulez.